celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Marie Guingaud, coordinatrice du groupement d'intérêt scientifique Homme-Mer. Depuis une dizaine d'années, le réseau du GIS Sommaire vise à favoriser les études en sciences humaines et sociales sur les aires marines protégées et afin d'apporter davantage de connaissances sur les usages, les usagers de la mer et du littoral et sur la gouvernance de ces espaces, mais aussi à faciliter les collaborations entre gestionnaires d'aires marines protégées et chercheurs et chercheuses en économie, en droit, en sociologie, en géographie, en anthropologie, etc. Donc merci à toutes et tous d'être présents et bienvenue à ce 7e webinaire du GIS Sommaire. Nous organisons ces webinaires depuis l'année dernière dans le but donc de restituer les résultats de certaines de ces études en sciences humaines sur les aires marines protégées et de permettre quelques premiers échanges entre un gestionnaire et chercheurs. Les précédents webinaires, d'ailleurs, si vous voulez, sont accessibles en visionnage sur la page YouTube du GIS Homme-Mer et que je vous partagerai dans le chat. Et aujourd'hui, donc pour ce 7e webinaire, nous accueillons Mariana Brooks-Chiavetti et nous allons nous intéresser à la plaisance dans les aires marines et la fréquentation de la plaisance. Mariana est docteure en droit de l'environnement. Elle a soutenu sa thèse en juillet dernier, intitulée donc La fréquentation de plaisance dans les aires marines protégées, solutions juridiques au regard des enjeux socio-économiques. Et donc, après un premier temps de présentation, durant lequel je vais vous demander de bien penser à éteindre vos micros, un second temps sera ensuite consacré à des échanges afin que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez également partager vos remarques ou vos expériences à ce moment-là ou dans le chat d'ici là pour ne pas oublier vos questions. Voilà, écoute Mariana, la parole est à toi. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Je vais commencer à faire un partage d'écran, ça va être plus simple, que vous puissiez suivre la présentation. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une restitution de ma thèse. Comme Marie a dit, il vient d'être soutenu. Donc je suis très contente de pouvoir partager avec vous. Vous êtes nombreux. Ça met un petit peu de pression, mais je vais essayer de surtout faire une présentation des aspects plus pratiques de la thèse. Je vais rentrer moins dans tout ce qui était théorie, qui était derrière, parce qu'il s'agit d'une thèse en droit, mais qui a des aspects assez particuliers que je vais vous présenter. Mais en effet, j'ai rédigé une thèse de plus de 600 pages, donc je ne vais pas apporter toutes les parties très théoriques et très juridiques, mais quelques éléments qui pourront être intéressants, surtout dans la gestion pratique des aires marines protégées. Donc, comme je disais, moi, je me suis consacrée à étudier les aspects de la régulation de la partie juridique, un aspect juridique de la fréquentation des plaisances, mais cela a été pensé pour sortir un petit peu de cadre analyse stricte de textes juridiques ou de la jurisprudence. Donc, j'ai eu un co-encadrement en économie, mais avec une approche très particulière en géographie. Donc, là, il y avait pas mal de géographes aussi dans mon jury de thèse, parce que moi, je m'en suis intéressée à un aspect interdisciplinaire de la fréquentation des plaisances dans les AMP. Et surtout, on a mélangé en question des méthodologies, on a mélangé pas mal de méthodologies des sciences sociales. Donc, c'est ça que je pense que c'est le plus intéressant, que ça reste l'originalité de la thèse, que je voulais partager avec vous. C'est que j'ai réalisé une démission des terrains, ce qui peut sembler normal pour d'autres disciplines, pas forcément en droit. Donc, pendant 3 ans et demi de thèse, j'ai fait une mission pendant l'été de 2021, donc, dans 2 parcs qui ont été mes laboratoires d'études. L'objectif, c'était d'avoir une vision pratique, mais apporter des résolutions ou des questionnements plus globaux. L'objectif a été de choisir 2 parcs qui ont de fréquentations différentes. Donc, on a Port-Cros qui est vachement connu pour la fréquentation touristique en général, dans lequel j'avais pas mal de données sur la fréquentation. Et le parc naturel marin du Roise, qui
selon les gestionnaires, selon les usagers, n'est pas encore dans un état de hyper-fréquentation, qui cela demeure assez acceptable, assez tranquille, mais face à des changements de comportement des usagers, de tourisme qui augmente de plus en plus en Bretagne, et ce qu'on voit en termes de changement climatique, la tendance de fréquenter des zones plus au nord-ouest de la France, je voulais avoir cet aspect aussi d'une fréquentation dite OK, mais qu'une perspective d'augmentation forte. Donc, j'ai réalisé pendant ces missions de terrain deux formes, deux méthodologies différentes. Donc, d'un côté, on a eu des entretiens particuliers avec des acteurs ciblés, c'est-à-dire des acteurs associatifs, économiques et administratifs. Donc, soit les associations des plaisanciers, les associations de pêcheurs de loisirs, des plongées, pour voir leur perspective sur le sujet de la fréquentation de plaisance, avec les acteurs administratifs, donc les gestionnaires des parcs, les gestionnaires des ports de plaisance, des acteurs élus, par exemple, et avec des acteurs économiques, parce que mon objectif, ce n'était pas de partir d'une vision pour réguler la plaisance, on interdit. Parce que le côté économique, socio-économique, semblait très très fort. Donc je voulais voir la perspective, par exemple, de loueurs de bateaux, de clubs de plongée, des acteurs, par exemple, qui réalisent des sorties embarquées dans ces espaces et qui, une fois si on détermine la interdiction complète, il y a un impact très très fort. Donc, dans ces entretiens, on a fait de cartes mentales dans lesquelles j'ai arrivé avec un papier, une feuille à 4 blanche. Et j'ai demandé, quand je parle de fréquentation de plaisance, quel est le premier mot qui vient à votre tête? Et comme ça, on a commencé à construire le parcours ou le cheminement de pensée de chaque acteur sur le sujet à partir de leurs réponses. Et après, il disait par exemple, la fréquentation, elle vient d'un changement de comportement des usagers. On faisait des petits liens. Et comme ça, j'ai construit des cartes individuelles par groupe d'acteurs qui ont été agrégés et finalement par parc. Et ces cartes m'ont permis de faire une modélisation dans le sens que, par exemple, si j'ai augmenté le régulation ou arrêté préfectoral en disant que ça allait avoir plus de régulation, quelles sont les variables qui allaient avoir des impacts pour voir jusqu'où je pouvais, pas individuellement, mais dans l'hypothèse de où je pouvais aller pour réguler, c'est-à-dire est-ce qu'il faut avoir plus de normes volontaires ou est-ce qu'il faut plus avoir de partenariats, quels sont les points d'entrée qui pourraient être plus favorables à l'acceptation de ces acteurs. Donc, je vous montre un petit exemple. C'est là, ça semble hyper complexe, mais c'est la petite carte des acteurs économiques des Porcro. Donc, tout qui est en jaune, c'est ce qui était reconnu par ces acteurs comme des enjeux. Donc, la méconnaissance de territoire a des impacts dans la méconnaissance de règles qui, malheureusement, ont des impacts sur l'efficacité de la régulation, ainsi que, par exemple, le manque des moyens qui a été signalé par certains acteurs semble avoir un impact négatif sur l'infrastructure d'accueil ou, par exemple, les activités en soi. Tout qui est en cause, c'est les activités des plaisances qui ont été décrites par ces acteurs. Et c'est ce qui m'a semblé le plus impressionnant, qu'à chaque fois, les acteurs, soit pas forcément avec le même terme, ça a été vraiment choisi à partir de tout ce qui était présenté, le tourisme classé comme incivique. Donc, je suis partie beaucoup de cette question de le comportement des touristes ou les comportements des usagers pour travailler ensuite. Et on voit, mais surtout, ce qui est semblé le plus acceptable et favorable pour les acteurs, c'était toujours les questions de guides partenaires ou des normes dites volontaires. Donc,
créés entre les gestionnaires et ces groupes d'acteurs. Dans le cas de Iroise, par exemple, ça c'est la carte générale du parc. La question qui a plus été soulevée, c'est la question de la culture maritime, qui est semblée être moins prise en compte par le, au moment de la prise de décision, ce qui était souhaité. Et à la différence de Porco, personne ne parlait des hyper-fréquentations. Il parle seulement des fréquentations estivales. Et c'est là qu'on se rend compte que le taux des fréquentations ne semblait pas dérangé, mais plusieurs acteurs ont souligné que oui, actuellement, on a de plus en plus de petits zodiacs qui circulent, des bateaux qui sont à droite à gauche et qui n'ont aucune connaissance des règles ou qui ne respectent pas. Et là, c'était une question qui a sorti beaucoup, qu'on voit aux jeunes, c'est le défaut des communications et informations. Donc, plusieurs acteurs, ils disaient qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les règles et qu'il manquait une forme de communication des proximités pour comprendre pourquoi cette règle, depuis quand, pourquoi ils ont changé les îlots qui avant étaient accessibles, ils ne sont plus, et qui manquait vraiment cette communication et qui ça jouait un rôle défavorable à leur opinion de l'administration de parc. Donc c'est un peu à partir de ça que j'ai pu illustrer cet aspect. Et de l'autre côté, pendant ces missions, j'ai réalisé des questionnaires avec les usagers pour savoir, pour avoir leur niveau de connaissance des règles existantes et leur niveau d'acceptation ou des possibles acceptabilités des changements de règles. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, j'ai été sur les pontons, sur les navettes, à la plage, même avec des acteurs embarqués qui m'ont permis de discuter avec des plaisanciers en mer, pour avoir dans un questionnaire en forme classique quel était le niveau des connaissances, c'est-à-dire est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une zone marine protégée, est-ce qu'ils connaissaient les règles, et dans un cas prospectif qui m'intéressait le plus, c'était savoir si leur visite aurait des changements, ou ils auraient des changements d'envie de venir ou pas, en cas de changement de règles d'activité nautique. Et dans l'autre cas, c'était aussi la question de la monétarisation, c'est-à-dire payer pour entrer dans un parc, qui ça reste depuis longtemps une discussion juridique en France et qui personnellement, j'étais sûre déjà que ça allait pas, c'était pas la meilleure réponse vis-à-vis surtout de la réponse que j'ai eue en disant mais c'est inadmissible, on fait pas ça. Enfin, après, j'avais des discussions avec les personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient vraiment en dehors du questionnaire et la question de la monétarisation, elle était vraiment mise à l'écart depuis je sais pas, le troisième questionnaire qui m'a été répondu. Donc, la même si il y a un grand nombre, par exemple, s'est dit prêt à payer. Et là, j'ai croisé ces infos parce que j'avais d'autres questions par rapport au type d'activité de cette personne, leur revenu, et ça a toujours été associé à des retraités ou des cadres. Par contre, tout le monde qui avait un revenu plus faible, et surtout les étudiants, étaient hyper contre. Et pareil à Iroise, euh, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'était le nombre de personnes qui ne savaient pas qui était dans une aire marine protégée. Par contre, ils étaient plus ou moins sûrs d'avoir respecté la plupart des règles. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans une NP, donc ils ne savaient pas quelles étaient les règles. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant de voir la dichotomie entre savoir où vous êtes et se dire non, en fait, si je suis là, ça veut dire que je dois juste pas jeter des déchets en mer. Il y avait des réponses assez intéressantes. Mais ça aussi, j'ai pu creuser un petit peu plus. C'était notamment associé à à quelle fréquence ces personnes venaient au parc. Donc, j'ai pu observer que ceux qui sont soit dans
au Finistère et qui vont assez souvent et qui, même s'ils n'habitent pas au Conquet ou dans les îles, vraiment à Morlaix, ou à Ouessant, ils fréquentent souvent, ils sont là très régulièrement. Eux, ils ont au niveau des connaissances, ils étaient capables de, dans la carte, de dire ça c'est autorisé à la pêche, ça c'est pas autorisé. Par contre, une fois qu'on était, que c'est la première fois, le nombre de personnes qui ne connaissaient pas les règles, qui ne savaient pas où ils étaient, c'était beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, à partir de ce premier constat, j'ai décidé de développer ma thèse euh, en focalisé d'abord, parce que, en petite parenthèse, une thèse en droit, elle est faite en deux parties, deux sous-parties, chaque sous-partie avec deux petites sous-parties. Donc, la première partie, c'est ce que je trouve que c'est le plus intéressant de discuter avec vous, elle était consacrée aux limites à la régulation des plaisances par le droit de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement dans le cadre juridique qui pourrait être mobilisé et jusqu'où ces cadres nous permettent d'y aller pour réguler la fréquentation. Et donc, j'ai développé au cours de ma thèse donc, les limites des normes dites juridiques, c'est-à-dire celles établies par l'État. Dans le cas des AMP, soit c'est vraiment le Code de l'environnement qui décrit tous les types de marine protégée, leur gouvernance, quels sont les outils juridiques possibles de mobiliser, et surtout les arrêtés de préfet maritime qui restent la figure la plus importante en termes de régulation. Et de l'autre côté, j'ai regardé tout qui était les limites des normes volontaires. C'est là que, par exemple, les gestionnaires, les associations peuvent produire plus, dans le sens de créer des guides partenaires, de codes de conduite, de bonne conduite, des choses qui ne sont pas une règle au sens une règle juridique au sens du droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une infraction, mais qui dessine un petit peu qu'est-ce qu'il est attendu. En termes de normes euh, juridiques, donc j'ai beaucoup analysé le partage des compétences entre les gestionnaires, le maire et le préfet maritime, où il y a petites inégalités des pouvoirs, et surtout quand on prend des parcs nationaux par rapport le pouvoir de directeur de parc de ceux d'autres types d'aires marines protégées, notamment le parc naturel marin, où il a une différence assez significative en termes de pouvoir de police. Et c'est là que, au milieu de ma thèse, il y a eu la publication, il y a eu la nouvelle, la loi climat et résilience, comme ça, qui apporte une très, très forte espoir, on va dire, qui c'est la police euh, administrative et spéciale d'accès et de la circulation, d'accès à des espaces protégés. Et ça, je vais passer une bonne partie de ma thèse à étudier et à voir quelles sont aussi les possibilités de mobiliser cette police. Euh, donc, elle prévoit que le préfet maritime, c'est bien souligné dans l'article, il peut donc réguler ou interdire la circulation, l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques. Bon, la question des animaux domestiques, on laisse un petit peu de côté parce que ce n'est pas le plus gros souci, mais elle permet aussi de voir la question de l'accès et de la circulation. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément l'interdiction directe, mais restreint par exemple le nombre de personnes ou restreint le flux de bateaux ou pour valoriser une activité ou l'autre. Et j'ai passé un petit peu un bon moment pour voir quels sont les côtés positifs et les petites incohérences aussi. Donc, la première question que je me suis posée, c'était par rapport euh, au le fondement qui permet de prendre ces mesures, c'est-à-dire dans quelle situation où l'autorité, elle peut agir ou elle doit agir.
Et c'est là qu'on peut, par exemple, discuter si la création d'un seuil qu'on considère un dérangement ou un danger pour l'écosystème pourrait justifier cette police administrative. On pourrait par exemple parler de la nécessité de la capacité de instaurer en droit la capacité de charge, même si cela commence à être un peu mise en question par d'autres sciences. Mais la capacité d'accueil, on pourrait discuter. Donc, qu'est-ce qui pourrait justifier? Parce que l'article, il précise très bien qu'il faut quand même que ça soit ce n'est pas parce que j'ai envie, il faut vraiment justifier. Il faut avoir il faut souligner la question des peut compromettre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes juridiques? Et une autre question, c'est aussi euh, en ce qui concerne les spectres des activités de plaisance qui pourront être réglementées. C'est-à-dire que on peut avoir la question de l'accès et la circulation, mais quand on parle de véhicules maritimes, enfin, c'est un peu compliqué en droit parce que la plaisance n'a pas vraiment une définition de qu'est-ce qui c'est. On ne reconnaît pas le véhicule en plaisance. Donc, est-ce que ça pourrait être un navire? Est-ce qu'on peut. Il a des. La Cour de cassation, elle a déjà qualifié une planche à voile comme un navire pour obliger ou permettre un abordage en mer. Mais le Zodiac n'a été pas qualifié des navires par une autre cour de cassation. C'est-à-dire qu'on a des petits soucis pour savoir qu'est-ce qu'on comprend par véhicule. Donc, est-ce que là, ça peut limiter qu'est-ce qu'on comprend par plaisance. Donc, est-ce que la planche à voile, le kitesurf ou le kayak rentrent dans les véhicules ou ce qui est, on va dire, à bateau moteur pourrait être équiparé à des véhicules. Donc, on pourrait poser quelques questions là-dessus. Mais en effet, ça reste une possibilité. On n'a pas eu encore une décision. On n'a pas eu de utilisation, de mobilisation par le préfet maritime de cette police administrative spéciale. Mais on a déjà quelques questions et qu'on pourrait discuter. Mais ça reste vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant pour pas réguler la plaisance dans son ensemble, mais quelques activités des plaisances selon la nécessité. Donc, si on revient sur le plan général, j'ai eu aussi une attention particulière à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale de la norme. Justement, en voyant qu'est-ce que les acteurs, qu'est-ce qui sont les usagers, ils disent, bon, ça, oui, je suis d'accord, mais j'ai eu plusieurs plaisanciers qui me disent, oh non, je suis en vacances, oublie-moi, je veux pas penser aux règles, je veux pas me prendre la tête, je pars dans 3 heures, tant pis que je suis en train de mouiller sous des herbiers de Posédonie. Pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas? Et c'est là que je me suis consacrée beaucoup sur la participation du public dans la prise de décision. Est-ce qu'il y a juste les mesures qu'on a des concertations et concertations et consultations dans les cas de prise de décision, surtout par le préfet maritime, sont suffisantes pour que le public soit d'accord, ils acceptent ces changements, ou justement, dans le cas des normes volontaires, qui à la tendance est connue pour être plus acceptée, qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'était surtout la question de la valorisation des partenariats pour justifier ces normes. Donc, la nécessité de mettre beaucoup de moyens, soit financiers par les gestionnaires pour financer des actifs, pour financer des projets, pour financer des changements, pour aider, par exemple, dans l'acquisition de bouées plus écologiques ou pour le changement dans le type d'ancrage. Ou sinon, c'était la question de la communication qui, pour beaucoup, a été considérée comme inadaptée. Et ça faisait qu'ils ne connaissent pas, ou s'ils connaissent, ils ne comprennent pas le lien entre A et B,
J'avais l'accès, je n'ai plus l'accès, je ne vois pas pourquoi. Donc, je ne respecte pas. Et à partir de toutes ces informations qui n'étaient pas assez quand même, j'ai développé la deuxième partie de ma thèse. Et ça, c'est beaucoup plus conceptuel. Donc, j'ai testé plusieurs questions, plusieurs définitions des gouvernances, parce qu'en droit, on n'a pas une définition des gouvernances, même si on utilise le mot assez couramment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir donc, pour faire cette participation du public plus concrète, plus d'actualité et qui répond à leurs questions, et sans non plus définir une anarchie? Quelle était la définition des gouvernances qu'on pourrait adapter en droit pour changer ou améliorer ces cadres? Moi, je m'y suis beaucoup intéressée à la définition des gouvernances négociées, parce que justement, elle favorise des décisions mutuellement satisfaisantes et contraignantes. Parce que le gros souci des normes volontaires, ça restait aussi le manque de... Ce n'est pas contraignant, ça n'a pas de... S'il ne respecte pas, normalement, il n'y a pas de sanction. Et ça, en droit, on va questionner et on va poser une question, on va s'interroger assez fortement. Mais aussi, l'objectif de cette, dans la conception des gouvernances négociées, c'est la résolution des conflits par la négociation et la coopération. Qu'est-ce qu'on comprend par négociation et coopération? Ça va être une bonne partie de une question conceptuelle que j'ai développée. Mais du coup, j'ai pris un moment de ma thèse pour, en mobilisant cette forme de gouvernance, comment on pourrait améliorer la participation du public à partir de la concertation, de la consultation qui est déjà prévue dans certains cas. Donc, est-ce que on pourrait réaliser des concertations dans le cadre plus large, dans la construction de la rediscussion d'un plan de gestion, ou comment on pourrait avoir une consultation dans le cas d'un changement de règles, même que ce soit volontaire, en dehors des acteurs déjà ciblés. Ça reste quelque chose qui demande énormément d'efforts de la partie juridique, législative, pour changer ça, hein. Donc, j'ai décidé que c'était vraiment très... Je me suis rendu compte que c'était très, très... Pas prospectif, mais ce n'était pas faisable tout de suite. Et c'est là que j'ai cherché donc, d'autres outils juridiques existants dans le monde qui pourraient être appliqués et avoir cette transposition de la gouvernance négociée en droit français à partir de quelque chose de plus tangible et plus concret. Et c'est là que je me suis intéressée au terme de justement de conduite. C'est un outil juridique brésilien qui a par objectif justement euh, éviter ou résoudre un danger environnemental. Ça peut être utilisé dans le cas d'environnement, il est utilisé dans d'autres formes de conflits aussi. C'est-à-dire que si on perçoit qu'une activité, elle peut engendrer des de dangers ou de dommages environnementaux à un espace, on peut négocier un changement, un ajustement des comportements avant le, vraiment le dommage. Donc ça ne rentre pas dans le préjudice écologique, c'est avant. Ou sinon, oui, il y a eu le dommage, mais il peut être euh, assez on peut réguler les choses plus vite qu'ici on part sur la justice. Il fait vraiment un processus de préjudice écologique, par exemple, parce que c'est un accord entre parties. C'est-à-dire qu'on va mettre l'État, donc ça peut être représenté par le préfet maritime, la société civile, parce qu'il faut avoir l'accord dans cette négociation des acteurs qui sont sur place ou dans l'alentour, et la partie privée, par exemple, hein, c'est-à-dire si on veut réduire le nombre de bateaux, des bateaux moteurs au centre du parc, mais sans interdire vraiment, parce qu'on voit que la quantité est excessive, le nombre d'ancrages,
font qu'il y a une perte significative de herbiers, etc., on peut avoir un accord entre le préfet maritime, les gestionnaires de parcs, avec les loueurs de bateaux directement et les acteurs de la société civile pour se dire, dans 3 ans, euh, on va avoir un taux max de bateaux en mer de, je sais pas, 150 pendant la journée. Entre vous, vous allez partager combien de bateaux chacun peut louer par jour. Et ça va être quelque chose de très local, mais qui répond à des enjeux vraiment locaux. Et ça peut être aussi à beaucoup plus large, donc par en cas de la Méditerranée ou en cas de l'Atlantique. Il va avoir un accord aussi appliqué. J'ai étudié pendant longtemps comment on pourrait adapter cet outil juridique au droit français. Il y a quelques possibilités, mais encore une fois, ça reste quelque chose qui n'est pas concret actuellement. Euh, En gros, ce qu'on va avoir des plus pratiques actuellement, ça reste la mobilisation de la police administrative générale ou spécifique de préfet maritime et les normes volontaires qui ont, de ce que j'ai pu percevoir, ont besoin d'être retravaillées dans le sens de améliorer leur communication pour être plus acceptées. Mais je reste entièrement à votre disposition pour rentrer plus en détail, pour des questions spécifiques. Dites-moi si ce n'est pas clair. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que je pourrais vous présenter, mais je voulais faire le plus pratique possible, que ce soit le plus utile aussi. Merci beaucoup. Merci Mariana pour cette présentation. Effectivement, on a l'impression qu'il faut creuser plein d'autres éléments. J'imagine qu'il y a peut-être des questions concrètes de la part des gestionnaires qui assistent à ce webinaire. Il n'y a pas encore de questions dans le chat. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser une question? Moi, j'en ai sinon. Oui. Ah oui, Karine, Ouais. on vous Bonjour écoute. Marie, merci Mariana, merci pour ta présentation. Moi je travaille, je vois des collègues aussi qui sont là et des partenaires sur Natura 2000, Ouest Cotentin et notamment sur Chausey, qui est un archipel en face de Granville et qui est pas mal fréquenté, surtout en période estivale, et où on se pose aussi des questions par rapport à ces niveaux de fréquentation et du coup les impacts que ça peut générer au niveau écologique. Voilà, donc on est très preneur de solutions juridiques et puis aussi on est dans une démarche de concertation, de co-construction, de révision de DOCOM. Mais par rapport à ça, tu parlais, tu avais évoqué tout à l'heure, alors il y avait 2 points que j'avais notés, de régulation de l'accès et de la circulation des personnes aux espaces protégés par la PREMA. Et comment, alors déjà, ma question, c'est comment ça prend forme? C'est un arrêté préfectoral qui peut définir. Est-ce que tu as des exemples, en gros, d'un cas que tu aurais pu voir ailleurs? Alors, malheureusement, il n'a pas été fait par les préfets maritimes, ça a été fait si je ne me trompe pas, par la préfecture régionale. Il faut que je trouve exactement l'arrêté. L'arrêté, ouais. C'est un arrêté classique, donc ils vont dire, à la base de dire c'est interdit l'accès, il veut dire l'accès, il peut être fait exclusivement par vélo ou pas vélo, il peut être dans les espaces protégés terrestres, c'est ce qui a été mobilisé. En mer, ça n'était pas encore été fait, mais ça veut dire que le préfet maritime, normalement, ça va être un arrêté avec plusieurs préfets. Je ne pense pas que ça va être toute seule le préfet maritime, mais ça va avoir aussi un accord préfet régional pour dire que l'accès, il est autorisé soit de telle heure à telle heure, ça peut être pour réguler l'accès ou la circulation, c'est-à-dire on va avoir
l'accès va être autorisé à des bateaux moteurs de telle taille ou telle taille, ou sinon, qui est pour des fins des plongées, qui est pour des fins. Enfin, il peut mobiliser par type d'activité de plaisance. Et c'est là la question qu'on peut se poser en droit actuellement, c'est est-ce qu'on peut mobiliser ça dans le côté véhicule pour dire c'est autorisé l'accès qui est pour des planches à voile, pas pour des bateaux moteurs, parce que le véhicule en soi n'est pas autorisé. Ça, on peut encore, ça va dépendre vraiment de comment les préfets maritimes vont rédiger ces arrêtés, comment ça va être rédigé et comment la jurisprudence va entendre après. Mais actuellement, c'est possible, les préfets maritimes, de réguler l'accès et la circulation. Donc, c'est dire que, par exemple, il y a un bande plus sensible, c'est dire c'est interdit le passage là-dessus, ou c'est interdit de le mouiller dans cet espace. Ça va être pas la régulation proprement de la fréquentation des plaisances, mais certaines activités peuvent être déjà régulées à partir de cette police administrative. Moi, j'avais entendu parler de l'île de Bréa avec les navettes où il y Oui, avait eu un arrêté municipal, sauf erreur de ma part, mais je l'ai pas en fait lu cet arrêté. Comme quoi, voilà, qui permettait de, comment dire, de geler en fait un effort de fréquentation par rapport au nombre de navettes par jour. Si quelqu'un, alors on doit pouvoir le trouver, mais je suis intéressée si quelqu'un l'a. Et puis, peut-être que tu en as entendu parler, Mariana. oui, j'ai bien lu et tout. Ça fonctionne un petit peu comme a été fait. Le but, il est le même, Et les l'idée. justificatifs derrière aussi, tu vois, qui Oui, ont amené à pouvoir prendre cet ça, arrêté. je peux envoyer vite fait après dans le chat. Je sais pas si Marie, tu l'as facilement aussi pour envoyer le document sur le chat. Sinon, je peux le trouver assez vite. Mais c'est surtout, par exemple, ça a été fait aussi, il y a eu un accord à Porquerolles avec pour les navettes pour dire la quantité, le nombre de personnes qui pouvaient prendre les navettes par jour. Donc, c'est des choses, ça c'est Ah oui. possible. Il n'a même pas besoin de partir sur cette police administrative spécifique. Et puis, sauf s'il y a une autre question, la dernière remarque aussi, c'est par rapport à ce que tu évoquais sur le droit juridique brésilien avec un terme d'ajustement de conduite. Moi, je fais le parallèle en France avec la loi Warsmann et les chartes aussi. Les Oui, chartes qui peuvent, suivant que tu prennes, alors c'est un peu technique, mais suivant que ce soit un engagement ou une recommandation. Et si c'est des engagements sur des listes d'activités, enfin il y a des listes nationales, etc. Ça peut être engageant et et contrevenable. Si c'est pas respecté. Donc ça c'est peut-être un outil sur lequel on peut s'appuyer aussi. oui. Moi, ce que j'ai pu percevoir, même si pour moi, l'acronyme est le TAC, ou le terme d'ajustement de conduite, c'est hyper intéressant pour avoir quelque chose de plus développé, mais en pratique, tout ce qui est normes volontaires et qui permet dans les chartes, il y a de sanctions, mais ce que j'ai pu voir, c'est que le nombre des sanctions est très très faible. Donc même si c'est prévu, euh, il n'y a pas. En pratique, il ne s'en sanctionne pas, soit parce que ça décourage, soit parce qu'il bon, il n'y a pas l'effectif pour surveiller. Il y a toute une question derrière par rapport au contrôle aussi de ces accords, de ces termes normes volontaires, mais ça reste le moyen actuel le plus de ma part, je crois que c'est le plus faisable. C'est vraiment, c'est à partir de ces chartes, mais il faut qu'elle soit co-construite justement pour assurer l'acceptabilité sociale. Alors, il y a des questions dans le chat, et notamment, Mariana, on te demande si la présentation d'aujourd'hui, le support de présentation, mais aussi ta thèse sont disponibles. Je peux vous
le support, oui, pas de souci. La thèse, normalement, officiellement, d'après la bibliothèque de Brest, elle est disponible. Mais sinon, si vous voulez, je peux vous envoyer, pas de souci. C'est juste que c'est très, très long. Je vous préviens déjà, je suis en train de rédiger. euh, Ça va prendre un petit peu de temps, mais une version de 20 pages, non, un truc un petit rapport plus synthétique destiné aux gestionnaires, parce que moi, je me suis dit que c'est le plus important, c'est que les gestionnaires ont connaissance. Mais je promets pas que ça soit pour dans 2 semaines. Merci. En tout cas, tu pourras me faire suivre et je suivrai aux participants du webinaire. Il n'y a pas de souci. Je vois aussi qu'Ingrid Pesia a mis en lien sur le chat les informations concernant les arrêtés sur Bréa. Donc, Karine, tu pourras les consulter. Et donc, il y a une autre Karine qui a une question. Bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup et bravo pour la clarté de ce travail. On aimerait en avoir encore plus. Moi, j'avais une question, c'est sur la notion d'acceptabilité. Est-ce que vous avez pu travailler avec des passerelles d'autres domaines scientifiques qui pourraient vous donner des éléments de compréhension, cette notion d'acceptabilité de la règle? Pourquoi on a ce biais cognitif qui fait que malgré nos démarches, moi je suis sur le parc marin, actrice sur le parc marin d'Arcachon, malgré des démarches de sensibilisation, d'éco-volontariat, de normes volontaires ou de concertation, je suis très, je suis, voilà, j'ai peu de levier sur la notion d'acceptabilité. Alors peut-être que vous l'avez abordé dans votre thèse. Je ne sais pas si c'est même clair ce que je vous raconte en fait. Donc, Merci, Karina. En fait, oui, j'ai une bonne partie développée sur la conception d'acceptabilité sociale de la norme en sociologie, en psychologie, comme ont été abordés aussi par des géographes. Moi, j'utilise une définition plus juridique, c'est-à-dire que pour les juristes, avoir, ça fait partie de l'effectivité de la norme. On ne peut pas avoir une norme effective, donc c'est-à-dire qu'il y a une action, un changement de comportement, si elle n'est pas acceptée. Donc, je les travaille dans le sens, il faut avoir la reconnaissance de la légitimité de l'acteur qui prend la décision et de la décision en soi. Donc, il y a pas mal j'ai perçu pas mal de manque de acceptabilité de la légitimité de l'acteur qui prend la décision par les usagers. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas, à la fois, il ne reconnaît pas les gestionnaires comme autorité pour prendre des décisions, à la fois, il ne reconnaît pas, ils font l'inverse, en fait. C'était le plus courant, c'est un manque de compréhension de le système de gouvernance de parc. Selon le parc, c'était pareil. De dire que tous les arrêtés ils proviennent des gestionnaires. Donc, c'est les gestionnaires qui interdisent l'accès, mais en fait, c'est un arrêté interpréfectoral. Donc, il ne reconnaît pas la légitimité des gestionnaires pour cette prise de décision ou ne reconnaît pas celle de préfet maritime, de préfet ou de maire. Donc, je travaille l'acceptabilité sociale de la norme, donc l'acceptation de la décision et l'acceptation de la légitimité de l'autorité qui prend cette décision. Donc, il y a beaucoup de travail qui ont été faits sur ça au Canada, avec des indigènes surtout, dans les cas miniers. Ce qu'il montre dans ces travaux, c'est que le moment de donner la parole à la société civile, au public, il doit être antérieur à la décision. Il faut que ça soit le plus tôt possible, avant même qu'il y a une formulation déjà en tête, c'est-à-dire c'est méchant de dire comme ça, mais donner l'impression que c'est le public qui prend la décision et pas l'inverse. Et c'est là qu'ils ont pu, au moins dans ces travaux, avoir le plus fort nombre, enfin, le plus forte acceptabilité sociale, c'est être le plus tôt possible et avec le plus grand nombre de personnes. C'est là que j'ai étudié aussi le problème, par exemple, les riverains ou des acteurs qui ne sont pas au cœur, soit des parcs nationaux ou au cœur vraiment de parcs, qui ne sont pas au centre, mais qui sont dans le riverain
et qui n'ont pas de parole parce qu'ils font pas partie vraiment de le périmètre des aires marines protégées, mais sont les personnes qui fréquentent le plus. Du coup, je m'interroge, il ne faut pas avoir aussi un moment de concertation en dehors de périmètre de parc, selon le type d'activité qui va être régulé ou qui est mise en question, même en cas de charte. Est-ce qu'il ne faut pas intégrer un peu plus large pour avoir une plus forte acceptabilité sociale? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Karina. Non, non, c'est hyper éclairant en fait. Ouais, enfin, nous sur notre problématique locale, on a. Ouais, je me suis énormément retrouvée dans les deux cas que vous avez évoqués. Et... Non, non, c'est très clair. C'est la notion de légitimité. Voilà, c'est quelque Ouais. chose. Et parfois, on a effectivement les locaux, les acteurs qui vivent là, qui sont en connexion, qui nous demandent même d'être plus, plus pushing quelque part. Et finalement, on a les freins pas là où on se les attendrait. On les a plus du versus politique et pas forcément du versus d'autres trucs. Non, non, c'est hyper, hyper intéressant. Merci beaucoup, en tout cas. Avec Je plaisir. vais profiter que j'ai encore la parole pour poser deuxième question. Excusez-moi, c'est la notion de véhicule qui nous pose un vrai sujet. Est-ce que dans le droit, on a quelque chose qui peut nous aider? Je vais être concrète, hein. Nous, on est envahis par les jet skis. C'est pratico-pratique, hein, voilà, qui ont un impact sur notre territoire qui est juste catastrophique en pointe, etc. Et sur lequel on nous a reproché qu'effectivement, c'était pas un bateau, c'était pas. Enfin, voilà. Et sur quel outil juridique on peut concrètement s'accrocher pour les faire rentrer dans la catégorie véhicule? Alors, j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure de jet ski ou que vous parliez aussi d'autres éléments. Est-ce que là, le droit, c'est en tout cas le droit français ou d'autres définitions dans le droit international peuvent nous aider sur ces sujets-là? Et merci pour la question. Et Hervé Nil, dans le même sens, du Conservatoire du littoral, demandait s'il existe ou pas une jurisprudence retenant qu'un navire ou un engin nautique est bien un véhicule. Alors, justement, on va avoir une directive du Parlement européen et du Conseil de 2013 qui fait une définition des véhicules nautiques moteurs, mais ça n'englobe pas un jet ski. Mais selon cette directive, un véhicule il faut que ce soit moins de 4 mètres de long, doté d'un moteur à propulsion. Donc là, c'est la seule définition qu'on a actuellement des véhicules nautiques moteurs. Mais il y a déjà une jurisprudence, comme je vous avais souligné tout à l'heure, qui permet la qualification d'une planche à voile comme un navire pour faire objet d'un abordage en mer. Par contre, il y a eu une décision dans l'autre sens qui disait qu'un Zodiac ne peut pas être un navire. Donc le droit français, ils ne se mettent pas d'accord. Pour le jet ski, je vous conseille de faire moi, je vais développer dans ma thèse donc deux possibles interprétations pour les questions véhicules dans ces cas. C'est soit on fait un effort pour dire qu'on n'utilise pas le terme véhicule parce qu'il n'est pas applicable en mer et on va mettre engin nautique. Et là, on peut englober tout dedans. Soit c'est reconnaître qu'il est bateau moteur comme véhicule en mer. Dans le sens, bon, un peu comme de la directive européenne, et aussi en disant, bon, le processus pour avoir un permis un peu pareil. Enfin, c'est possible de dire que c'est un peu la même chose. Mais ça reste encore très, très flou. Pour le jet ski, je conseille d'essayer de faire passer dans le sens d'un véhicule nautique en disant qu'il fait moins de 4 mètres. C'est aussi un moteur. Ça fonctionne un petit peu pareil. C'est juste qu'il est
le format il n'est pas le même. On va sortir donc des véhicules pour, comme on dirait, une voiture pour une moto. C'est essayer de faire rentrer dans cette logique, mais je ne promets pas que ça passera parce qu'il n'est pas encore reconnu juridiquement comme équiparable. Mais je ne vois pas moi, actuellement un moyen, au moins en droit français et européen, pour faire ces liens de différemment. Mais je vous conseille de peut-être essayer de faire passer autant que véhicule nautique dans le sens de la directive européenne. Si vous voulez, je peux juste taper dans le chat. Oui, excusez-moi. Oui. Sur le littoral picard, on a une interdiction des jet skis avec un arrêté préfectoral qui a été pris contre les véhicules nautiques à moteur. Cet arrêté a été attaqué par l'association des jet skis, je vais dire en le disant rapidement, au tribunal administratif et ça a été validé. Donc pour moi, il existe bien une jurisprudence qui dit que les jet skis, c'est des véhicules nautiques à moteur. Et on a un exemple chez nous, hein, si vous voulez, d'arrêter, donc c'est le 07-2004, d'interdiction d'un secteur pour des jet skis, ici sur le littoral picard. Oui, je me rappelle d'avoir vu ça, mais c'est surtout qu'il s'était maintenu l'autorisation, mais je me rappelle pas s'il y avait dans la décision, euh, dans la décision, vraiment le lien entre un et l'autre. Alors dans l'arrêté, c'est pas écrit, mais Mais dans je veux dire, le résultat du tribunal administratif, je pense que Natif, ça doit pouvoir être mentionné dans la jurisprudence. Ouais. ok, bah c'est super parce que ça, je n'avais pas trouvé. J'avais vu que ça a été validé, mais je n'avais pas un descriptif qui faisait vraiment le lien entre les deux. Mais je sais que ça peut être utilisé parce que aussi c'est interdit, mais c'est interdit par la charte de parc national. C'est pourquoi le jet ski au cœur de parc. Merci Mariana. Il y a l'Association des îles du Ponant qui a posé une question dans le chat et qui se demande si le préfet maritime peut réguler en dehors des aires marines protégées. Il peut réguler tout en dehors de 300 mètres qui sont ça, c'est les limites de mer, donc les 300 mètres de distance de la basse mer donc, le maire a le droit de la police des baignades. Sinon, en dehors de ça, le préfet maritime est l'autorité de l'État en mer. Donc, il peut réguler selon les questions, oui, c'est l'autorité à chercher. Je vois une autre question dans le chat. Je sais qu'on l'a abordé, mais Isabeau Jurquet se demandait comment, Mariana, tu proposes d'associer usagers à la démarche et les riverains, mais il me semble qu'on a abordé la question. Est-ce que, Isabeau Jurquet, si jamais la réponse n'a pas été assez claire, n'hésitez pas à prendre la parole pour préciser votre questionnement. Et est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être aussi à poser à Mariana ? Il y a pas mal de remarques, en tout cas. Si vous voulez aussi, je vous laisse mon mail et le téléphone. S'il y a des questions, on se redira après. N'hésitez pas à m'envoyer aussi, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas Mariana pour cette présentation. N'hésitez pas à la contacter si vous avez d'autres questionnements par la suite. Effectivement, c'est des choses pas simples. Moi, peut-être pour conclure, j'aimerais bien concrètement quand une aire marine protégée ou tout autre acteur du littoral aimerait encadrer la plaisance, la fréquentation de la plaisance dans sa zone, quels sont les éléments qu'il faut, selon toi, rassembler? Quels sont les conseils concrets que tu aurais à donner à un gestionnaire quand il se lance dans cette démarche de tenter de réguler ou d'encadrer la fréquentation de plaisance? Des éléments de connaissance? Moi, je dirais que la première chose, c'est vraiment avoir une étude scientifique qui justifie la nécessité de réguler cette fréquentation. C'est vraiment à partir de ces études, soit de capacité d'accueil, de capacité de charge, même de perte de biodiversité, on pourrait faire avancer d'un côté pour justifier la démarche de point de vue juridique,
soit en contactant le préfet maritime pour essayer de faire avancer, avoir une enfin avoir un arrêté à partir de la police administrative spéciale d'accès et circulation dans des espaces protégés, soit aussi euh, et pour aller vers l'usager et montrer, écoute, cette fréquentation, ce nombre ou cette action est spécifique, elle a des impacts, on peut vous présenter les impacts et faire quelque chose d'une communication, une vulgarisation très très forte pour avoir cette acceptabilité sociale. Et surtout, on peut aller dans la démarche de normes volontaires. Je suis convaincue que ça reste la meilleure forme de construire cette régulation, mais dans le plus large possible, c'est-à-dire beaucoup de temps. Il faut se dire depuis le début que ça ne sera pas quelque chose qui va être fait assez rapidement. Parce qu'il faut les laisser le temps de comprendre l'enjeu, de leur laisser le temps de penser aussi qu'est-ce qui pourrait être fait par eux-mêmes et donner le temps de la prise de décision. Mais je pense que les 3 points plus importants, c'est d'avoir déjà une étude assez robuste, c'est fort sur les impacts pour justifier l'action, soit par l'État, soit par les normes volontaires. Ayons le max d'échanges, favoriser l'échange des proximités. J'ai pu observer que malheureusement, les échanges digitales des questions par Internet, ils ne répondent pas vraiment au moins à ces groupes spécifiques d'acteurs qui sont les plaisanciers. Ok, ben merci beaucoup pour ces conseils, Mariana. Et je vois que Anne-Marie a une question. On vous écoute. Oui, bah c'est toute la difficulté, en fait, Mariana, de démontrer scientifiquement, même pour les acteurs de l'État, parce que j'en fais partie encore pour le moment, ils vont te demander une justification scientifique et tu ne l'as pas forcément, la justification scientifique. Et de faire entendre à certains que le principe de précaution existe parce que effectivement, voilà. Et ça, ils l'entendent absolument pas. On va te dire, donne-moi la justification scientifique. Or, on n'a pas les études, surtout sur les jet skis, par exemple. On va pas avoir les études. On sait qu'effectivement, c'est nuisible du point de vue sonore, etc. Mais on n'a pas la capacité de charge que va avoir. Enfin, on n'a pas tout ça. Et c'est là la vraie difficulté, c'est de pouvoir, en fait, à mon sens, réguler ou effectivement faire des AP ou autres, mais sans avoir automatiquement la justification scientifique de l'histoire. C'est ça la difficulté, à mon sens. La seule chose que je pourrais vous répondre, c'est essayer d'avoir le max des partenariats avec des laboratoires pour faire cette démarche. Par exemple, faire des travaux de missions scientifiques pour essayer de vous apporter le max d'informations d'informations scientifiques pour faire cette justificative. Parce que je suis d'accord qu'il le manque des justificatifs scientifiques va, d'une certaine forme, empêcher le développement de cette régulation. Concrètement, moi, je me suis retrouvée dans le cas, donc c'est pour ça. On m'a dit, j'ai pas l'étude scientifique qui démontre que bidule truc machin. Ouais, écoute, du coup, ça n'a pas été validé, quoi. Peut-être je pourrais essayer de faire justement pas des équivalences, mais d'essayer de démontrer que d'autres études ont été faites dans certaines zones qui pourront être applicables et essayer de faire passer ça avec justement le principe des précautions en disant on a déjà des études qui démontrent cet impact dans d'autres zones. Il n'y a pas de raison que nous, ici, on serait une exception. Donc, peut-être essayer de mobiliser d'autres études qui ont été faites pour d'autres zones. Je ne sais pas si ça pourrait vous aider. Pardon, Karine, je te coupe la parole, mais c'était juste pour répondre à Anne-Marie. En fait, quand on lit, parce que je l'ai sous les yeux, du coup, merci pour le lien, l'arrêté réglementaire pour l'île de Bréa. En fait, il y a pas mal de considérants et tout n'est pas relié à des études. Ça peut être des observations, ça peut être aussi au niveau social.
d'acceptabilité, parce qu'il y avait une hyperfréquentation. Donc, ils considèrent aussi cet aspect-là avec des sondages auprès des résidents. Pour avoir été une fois l'été, je comprends. C'était horrible. Il y a des relevés photographiques, en fait, il y a plein de considérants qui sont hyper intéressants, inspirants et qui ont servi clairement à prendre et à justifier la prise de l'arrêté. Et c'est pas que des considérants scientifiques parce que effectivement, c'est compliqué et de seuil jusqu'à où on peut aller sans avoir forcément d'impact. Donc voilà, il faut essayer en fait de trouver tous les arguments possibles justifiés, que ce soit au niveau scientifique, mais aussi au niveau social, peut-être même d'autres arguments. Oui, j'ai essayé de lever la main, mais je ne sais pas si ça se voit. C'est Ingrid Peziat. Donc, je suis enseignante-chercheuse en géographie, hein, et on travaille au laboratoire depuis longtemps sur la fréquentation. Et peut-être pour rebondir sur les propos qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, c'est vrai que les scientifiques n'ont pas toutes les solutions. Et effectivement, hein, mais cela dit, en fin de compte, si on n'arrive pas forcément à mettre complètement en évidence les impacts, et quand on rentre dans les impacts cumulés, c'est encore plus compliqué. Par contre, engager en fait une réflexion avec les chercheurs et les usagers, en fin de compte, pour les usagers, c'est déjà peut-être engager une démarche et peut-être un moyen aussi d'associer ces usagers dans le processus. Et en fin de compte, ça participe quand même aussi de l'acceptabilité et de montrer effectivement qu'il y a une volonté de réfléchir ensemble avec des gestionnaires d'espaces protégés ou non, les usagers et les scientifiques. Et donc, après, ça prend du temps, hein, souvent, le délai de la recherche, n'est pas toujours le délai de l'opérationnalité, mais ça permet en fin de compte peut-être déjà d'engager des premiers pas à partir de données. Alors effectivement, les usagers vont toujours dire c'était pas la bonne année aujourd'hui. Enfin, cet été, il y avait moins de fréquentation que en 2022, etc. Mais en tout cas, ça engage les choses et ça permet quand même déjà d'avancer aussi sur de la prise de décision. Sur les expériences qu'on a eues, en tout cas, c'était déjà dans cet esprit-là. Et notamment, on a travaillé beaucoup sur Porquerolles. Donc en 2003, très clairement, hein, Porquerolles et Porquerolles nous ont demandé au laboratoire LETG de faire une étude de la fréquentation avec déjà à l'époque l'idée de mettre en place un seuil de fréquentation sur les navettes à Porquerolles. Ils avaient déjà même quasiment une idée, en fin de compte, du chiffre. On a fait 3 ans d'études et vous voyez que ça a mis 10 ans après pour voir le jour, même plus de 10 ans pour voir le jour, cette régulation. Mais n'empêche qu'il y avait cet état zéro qui a permis d'engager les discussions. Et les bateliers, du fait de la communauté nationale des bateliers, a freiné un petit peu au départ parce qu'ils avaient peur de cette jurisprudence. Mais voilà, chemin faisant et la fréquentation augmentant, la pression augmentant, eh bien, ils sont arrivés à cette fin en co-construction. Merci Ingrid pour ces précisions. Et donc, Karine, vous avez encore une question? Alors non, c'était pas une question, c'était pour rebondir sur le propos d'Anne-Marie, oui, sur la démonstration. Alors, moi, je viens du monde des entreprises. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise les outils des entreprises, les mêmes plaisanciers. Eux, ils ont des exigences de faire des analyses de risque, des analyses d'impact. Ils n'ont pas toutes les données scientifiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des méthodologies d'analyse de risque ou d'analyse d'impact multi-parties prenantes en les mettant dans la boucle. Parce que même, ils ont ces exigences-là, ils n'ont pas toutes les informations scientifiques. Parce que c'est toujours l'argumentaire qu'on nous donne en disant, OK, scientifiquement, on n'a pas toutes les données, mais il y a de la nuisance, il y a de la nuisance d'impact au niveau des usagers, et on a fait des recueils de faits. Et ces mêmes entreprises, notamment du nautisme, elles ont aussi, avec les exigences de type CSRD à venir, l'obligation de faire leur propre analyse d'impact de leur activité sur les milieux naturels. Et donc, elles ne peuvent pas nous opposer
vous voyez, un outil qui serait issu d'une concertation collective. Voilà, c'était une astuce. En fait, c'était d'utiliser une arme de l'autre côté pour les mettre, voilà, pour les faire participer à ces sujets-là, parce que une analyse de risque, c'est ça une donnée. On a une gravité, une probabilité, une fréquence d'exposition, et on critérise, et ça reste que du probabiliste et du recueil, mais ça a une vraie valeur au niveau des entreprises elles-mêmes. Voilà, c'était mon témoignage en fait. Merci. Et oui, Sandra Roncariou partage aussi un témoignage concernant la Corse, le site Natura 2000 de Calvi, où les bateliers ont construit aussi la démarche. Bien. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Je crois qu'on pourrait tout à fait envisager une rencontre de plus longue sur ce sujet. Mais le format des webinaires du GIS, c'est juste 1 heure pour vous donner envie de creuser la question. En tout cas, vous avez à présent les contacts de Mariana. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez creuser un petit peu plus tout ça concernant vos sites. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Mariana d'avoir accordé du temps à ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas à aller voir donc, les anciens webinaires du GIS sur la page YouTube que j'ai partagée, un peu plus haut dans le chat, et à les partager à d'autres collègues si besoin. Et donc maintenant, vous êtes tous dans la liste de diffusion pour les prochains webinaires. Et donc, je vous enverrai également un message avec les documents que Mariana veut bien vous partager concernant son travail. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Super. Au revoir.